Bon allez, c'est parti, nouvelle vidéo, nouveau format. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'agriculteurs dans leur ferme. On est à Essey et Mézeray dans le 54 en Meurthe-et-Moselle. Et on est chez Benjamin. Salut Benjamin. Salut Guillaume. Ça va? Pas trop stressé? Non, ça va. Pas trop l'habitude d'être devant la caméra, mais bon. Pas du tout. Donc, Benjamin, est-ce que tu peux nous dire déjà depuis quand tu es agriculteur? Donc moi, je suis revenu sur l'exploitation familiale en tant que salarié il y a 7 ans. D'accord. Et je me suis installé avec mon frère le même jour, le 1er février 2022. Suite à un départ en retraite d'un associé qui n'était pas de la famille. Ok. Et donc là, tu as quel âge? Donc j'ai 26 ans. Là aujourd'hui, l'exploitation, elle est comment? Enfin, qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous produisez? C'est une exploitation polyculture élevage, donc on fait lait, viande, céréales. On a les 3 ateliers. Donc l'exploitation a commencé en 1976 par mon grand-père, avec ma grand-mère. Attention, ne te trompe pas dans l'histoire, tu vas te faire engueuler sinon. Ouais, c'est ça. Ensuite, mon père est arrivé en 96, donc ils ont refait la mise aux normes, ils ont continué à développer la ferme. Et mon oncle est arrivé dans les années 2000. Ok. Après, ma grand-mère est partie en retraite dans les années 2010 à peu près. Ok. Donc c'est un exploitant de la commune voisine qui est venu prendre sa place, ouais. Voilà, qui est venu s'associer. Et justement, c'est l'exploitant là qui est parti en retraite en 2022 et on a racheté ses porcs avec mon frère. Ok. Donc aujourd'hui, vous êtes combien sur l'exploitation? Donc à cette heure-ci, il y a 4 associés, un apprenti et un salarié à carton. Ok. Et alors au niveau des surfaces et de ce que vous faites concrètement, là, on en est où aujourd'hui? Donc ici, il y a un peu plus de 500 bêtes, il y a 545 hectares de SAU. Quand même. Oui. Et en propriété ou non, il y a de la loc? Ouais. Non, il y a de la location. D'accord. Et donc le cheptel est divisé en 2, donc il y a un troupeau de 80 mères laitières. D'accord. Qui va se redévelopper les années à venir. Et il y a à peu près 120 mères allaitantes de race limousine. Ok, donc ça fait un peu de monde à s'occuper quand même. Oui. Vous n'êtes pas trop nombreux, on va dire, sur l'exploitation pour gérer tout ça. Ça va, on s'ennuie pas. Ok. Bon alors Benjamin, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir agriculteur? Déjà, je suis dedans depuis tout petit. Ouais. Et puis pour moi, c'était une évidence, il fallait reprendre l'exploitation familiale, la faire perdurer. Ouais. Et puis après, avant tout, c'est déjà une passion de l'agricole. Tu as été piqué depuis que tu es petit en fait, parce que si ton père, tes grands-parents étaient déjà là-dedans, forcément tu as baigné en fait de Voilà, j'ai toujours baigné dedans. J'ai encore des souvenirs, sortir de l'école primaire, aller chez mes grands-parents. Et après, de chez mes grands-parents, je venais ici traire avec ma grand-mère. Ouais. Donc oui, c'est une évidence. Donc toi, à l'heure du goûter, quand moi je prenais un sandwich Nutella, toi t'allais faire la traite quoi. Voilà, moi j'étais avec ma grand-mère en train de traire. D'accord, ok. Et donc tout ça, ça a toujours été une passion. Et t'as jamais eu envie de faire autre chose quoi? Jamais. J'envisage pas de faire autre chose dans ma carrière. Est-ce que le fait d'avoir une famille déjà d'agriculteurs, ça met un peu la pression dans le sens où on se dit, maman, je peux pas laisser, on va dire, partir le patrimoine familial comme ça et je me sens un peu obligé de reprendre le truc? Non, pas forcément en fait. Non, moi j'ai eu la chance, après on n'a peut-être pas tous la même chance, mais j'ai eu la chance d'avoir une famille assez ouverte. Ouais. Et ils m'ont jamais mis la pression sur l'histoire de reprendre l'exploitation ou pas. Ils m'ont toujours dit de faire ce que je voulais. D'accord. Ce que j'aimais. Après maintenant la pression on l'a un peu plus, maintenant qu'on est dans le vif du sujet, c'est un peu une obligation de la faire perdurer quoi. Oui, c'est sûr. En plus là vous êtes sur une exploitation qui est quand même assez conséquente. Oui. Donc il y a besoin de monde, il y a besoin il y a du boulot tous les jours et c'est clair que... Puis éviter de gâcher les sacrifices que mon grand-père et mes parents, mon oncle ont fait pour développer la ferme quoi. Ah ouais, tout à fait, ouais. Bon alors Benjamin, du coup, qu'est-ce qui te passionne le plus en fait dans l'agriculture là? Parce que je vois que vous faites un peu de tout ici. Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui te fait un peu plus vibrer, on va dire? Alors à la base, quand j'ai commencé mes études, j'étais passionné par l'élevage. C'était plus mon domaine, je me voyais plus gérer un troupeau. Ouais. Et au fur et à mesure que les années ont passé, ma passion a changé, on va dire. Et je me suis plus rapproché de la céréale. D'accord. Et à cette heure-ci, c'est vraiment un domaine qui me plaît. D'ailleurs, sur l'exploitation, on est 4 associés. Ok. Donc il y a un associé qui gère... donc mon oncle gère tout le troupeau allaitant, mon frère gère tout le troupeau laitier, moi les céréales, et mon père gère toute l'administrative. Donc chacun en fait a son domaine de prédilection. Chacun notre domaine. Et, après on intervient sur chaque domaine, mais
c'est plus une personne qui gère un atelier. Et du coup, vous faites un peu des réunions comme ça chaque semaine pour faire un petit point sur où vous en êtes, ce que vous faites, etc. Ça se fait naturellement. Ou vous en parlez sur le terrain directement, peut-être parce que voilà. vous croisez forcément tout le temps. Les matins, on dit ah bah tiens, moi j'ai besoin de toi pour faire ça, ou Ouais. moi j'aurais plutôt besoin de toi pour faire ça, et puis voilà, ça s'organise comme ça, quoi. Voilà, on fait pas vraiment une réunion autour de la table tous les matins autour d'un café. Alors je vais essayer de resituer quand même pour les gens. Ici, on est à Essay-et-Mézeray, donc dans le 54, on le disait au tout début de la vidéo. On est à peu près à combien de kilomètres de Nancy, ou même à combien de kilomètres du lac de la Madine pour les gens qui connaissent? Lac de la Madine, on est à 5 km. Et après, ici, géographiquement, on est situé à 3 quarts d'heure de Nancy, 3 quarts d'heure de Metz. Ok. On est un peu au milieu. Et on est à 3 quarts d'heure de Verdun aussi. Bon alors Benjamin, est-ce que tu peux nous faire un peu la visite de la ferme, en tout cas d'une partie, parce qu'apparemment c'est divisé quand même sur plusieurs endroits. Oui, sur 3 sites, oui. Est-ce que tu peux nous montrer un peu? Là je vois qu'il y a de belles Primolstein qui sont derrière, en train d'attendre. Oui. Donc ici on est dans le bâtiment principal des vaches laitières, Ok. où il y a la salle de traite qu'on voit là-haut. Ouais. Donc c'est un bâtiment qui se compose d'à peu près 130 places. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, à cette heure-ci, il y a 80 vaches dans le hangar. Ok. Donc il y a encore une possibilité d'agrandissement du troupeau. Là, je vois qu'il y a de l'ensilage tout frais, là, c'est vous qui le produisez vous-même ou comment ça se passe? Vous êtes en autonomie là-dessus? La ration, il n'y a que le tourteau de colza qu'on achète et le maïs grain. Sinon, on est en 100% du coup, on est en autonomie. 100% autonome. Oui. Et pour ce qui est de la paille aussi, c'est vous qui gérez vous-même? La paille, non, on doit acheter un peu de surface. Ok. C'est une quarantaine d'hectares par an à peu près. Et sinon, le reste, on est autonome. Et dans tout ce qui est prairie, vous avez combien d'hectares en tout? 220 hectares de prairies naturelles et on a 40 hectares de temporaires. Ok. Ah, donc au niveau du foin, on est 100% autonome là-bas. Ça c'est plutôt pas mal. Oui. Ok. Mais ça demande un peu de travail du coup. Ah oui, oui. Les chantiers de récolte, oui, il y a un peu d'occupation, oui. Là on arrive en fait sur un autre bâtiment. Donc le bâtiment d'en face, on va aller de l'autre côté, c'est le bâtiment des vaches allaitantes. Ok. Donc en hiver, c'est un bâtiment qui est un peu spécifique parce que en hiver, il est composé de vaches allaitantes et en été, il sera essentiellement de stockage de matériel et un peu de stockage de céréales, mais c'est vraiment essentiellement du matériel. Je vois du matériel derrière, bleu. Oui. Bon, nous ici chez EMC2, on aime bien le rouge. Hein. Ah oui, mais c'est Peut-être pas le bon terme. Peut-être qu'un jour tu vas craquer, on sait jamais. Je sais pas. Bon, ils sont beaux en tout cas. On verra bien. Niveau matériel, du coup, vous avez combien de tracteurs en tout là? Donc la ferme est composée de 5 Neyland. Après, on a 3 Valmey pour la partie élevage. Ouais. Et puis, il y a 3 télescopiques sur la ferme. Ok. Après, on fait partie d'une CUMA. Donc, on a essentiellement matériel de travail du sol, les semoirs. En fait, c'est essentiellement du matériel d'accompagnement qu'on a. D'accord, ok. Bon, on parlera un peu technique après, peut-être, on verra. Ouais. Donc là, les fameuses allaitantes. Oui, c'est ça. Donc là, il y en a combien en tout? Voilà, il doit y en avoir une quarantaine de mères à peu près. Ok. Et donc la stratégie là, c'est d'engraisser combien de temps pour après vendre? C'est quoi votre... Les brouteurs partent dès le sevrage en fait. D'accord. En général, ils naissent au mois de... La période des naissances, c'est de septembre à mi-octobre. Ok. Et ils partent avant la mise à l'herbe en fait. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait un taureau, non? Il y a 2 taureaux. Ouais, j'en Il y ai en a vu une un par là-bas et case, puis oui. un gros là-bas aussi. Donc là, attends, on n'a pas fini, hein. Il reste encore un peu. Hein. Ici, c'est les veaux du coup. Ici, c'est donc le petit bâtiment là, c'est tout ce qui est contention. Ok. On a fait un système de contention. Ah oui, pas mal. Ok, ok. Ça vous permet donc de les faire passer là et puis après, s'il y a des traitements, etc. Voilà, à pour faire. la tonte, les drogages, les vaccins, on passe tout dans la cage. Ok. Ouais, Et puis la cage est équipée d'une pesée aussi. c'est pas mal ça. Moi, on peut travailler en sécurité. Ça, vous avez fait ça il y a longtemps? Non, l'installation là, elle a 2 ans. Ok. Et après, il y a la partie veau, c'est ça? Voilà. On va aller voir ça.
sont bien là. Donc là, c'est les veaux de plus de 15 jours jusqu'au sevrage qui sont ici. Ok. Donc là, il y a femelle et mâle, puisque depuis 3 ans, on s'est mis à engraisser en une petite vingtaine de bœufs par an. En tout cas, ils ont l'air d'être pas trop sauvages. Hein. Non, c'est des bêtes assez calmes. Donc ça, c'est le plus vieux bâtiment qui a été créé? Ça, c'est tout le premier bâtiment. C'est ton grand-père qui l'a créé du coup? C'est ça. Ok. Et avant, il y avait la salle de traite ici. Ah oui, d'accord. Et le bâtiment, le hangar où on a vu les aliments tout à l'heure, c'était l'ancienne fumière couverte en fait. Ok. Donc on continue sur la petite visite du propriétaire. Donc le hangar là, il est divisé en deux. Il y a moitié de vaches laitières Ok. et moitié de limousines. Donc les laitières, ce sera les vaches en gestation ou les vaches taries qu'on reprépare pour le vélage. Donc là c'est pareil, il y en a quand même un bon paquet encore aussi. Oui, oui. On a combien à peu près ici? Oh, ici, il doit y avoir une soixantaine à peu près. Ok. Et après c'est la partie un peu stockage ou plutôt... Après, le hangar d'après, c'est stockage des aliments. Oui. Farine de maïs, où on fait nos mélanges pour les bêtes à l'engraissement. Et puis après, il y a l'orge aplatie et le correcteur. Ok, donc c'est vraiment la partie alimentation, c'est-à-dire que c'est là que vous stockez tout pour... Toutes les céréales pour l'aliment du cuisine, bétail. mais pour les vaches. Quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Bon bah très bien. Et est-ce que du coup tu nous emmènerais pas faire un tour Sur l'autre site? Ouais, on peut toujours aller faire un tour. Pas de souci. Tout ce qui est traite, du coup, vous faites comment alors? C'est quoi votre process? Vous n'avez pas de robots aussi? Non, les robots arrivent au 1er avril. Ah ouais, ça y est, c'est commandé? Ouais, ça y est. On attaque les travaux début mars. Et normalement, c'est une livraison fin mars, début avril. Donc 2 robots? 2 robots de traite. Ok. Bah, c'est cool ça. Oui, ça va nous changer. Bon, ça va demander un petit peu de mise en route peut-être, de petits réglages et puis de... Je pense que ça va être 2 mois intenses et puis après, ça devrait être en vitesse de croisière, je pense. Tu m'as dit quand l'arrivée? Début avril. Ouais, donc du coup tu vas être tranquille pour les vacances. Tu vas pouvoir partir en vacances d'été. Ah, si seulement. Juste après la moisson. Si seulement. Bon, va falloir bosser. Eh oui, c'est normal. On va faire un tour du coup? Ouais, y a pas de souci. Allez, c'est parti. C'est une autre commune? Oui, l'exploitation est à l'autre bout du village, il y a 1 kilomètre entre les 2 sites. Et au niveau du parcellaire, du coup, ça se passe comment? Vous êtes, c'est plutôt facile d'accès ou c'est un peu réparti? Vous avez des grosses parcelles, des petites parcelles? Pour les céréales, hein, principalement. Ah, céréales, non, on est regroupé. C'est vrai, c'est regroupé. C'est dans un rayon de 15 km. Ok. À peu près. Donc ça va, c'est plutôt... Ça va, c'est plutôt gérable. Par contre, pour les prairies, au plus loin, on a quoi? 3 quarts d'heure en tracteur. Ah oui, quand même 3 quarts d'heure. Ouais. Ouais, t'as pas envie d'oublier un truc quoi. Ah non. Puis après, on fait tout le tour du lac de la Madine. Ah oui, d'accord. Ça se passe comment? Vous faites faire les travaux de moisson? On a une entreprise de travaux agricoles à côté du GAEC. Qui vous appartient? Qui nous appartient. Donc il y a 2 ensileuses et 2 moissonneuses. Et du coup, c'est notre entreprise qui fait la moisson chez nous. D'accord, ok. C'est plutôt pratique comme ça. Oui. Mais ça rajoute du boulot en plus l'été, quoi. Ouais. Parce que ça mobilise 2 chauffeurs en permanence dessus. Donc toi, tu fais jamais la moisson ou tu la fais quand même? Tu moissonnes ou pas? Non, moi je roule. Je roule la moissonneuse occasionnellement, vraiment pour dépanner. Ouais. Cette année, j'ai dû la rouler. C'est pas un truc que t'adores? Bah si, j'aime bien, mais on a un chauffeur dessus, donc. Ouais, vous le laissez faire quoi. Voilà, c'est chacun sa place. Ouais, ok. Si, cette année, je l'ai dépanné, j'ai roulé une journée. Ouais, parce que t'as des gens qui aiment bien, tu vois, faire la moisson. C'est un peu leur. Ah bah oui. C'est leur kiff de l'année, quoi. Tu surtout vois. pour les céréaliers, ils récoltent le fruit de l'année, de toute une année de travail. Ouais, tout à fait. Ouais. Et là, du coup, vous livrez au silo qui est où alors du coup? C'est notre silo. Celui-ci en fait, ouais. Qui est au bout, qui est juste à côté de notre silo, du coup. Ok. Donc là, on est sur du coup l'autre lieu en fait que vous avez en fait pour votre exploitation. Voilà, qu'on a repris il y a 3 ans lors de notre installation. Ok.
Donc ça appartenait à un autre agriculteur qui est parti en retraite ou... Oui, voilà, c'est ça. Donc vous avez dit, ouais, tu te dis voilà. Il nous a proposé, donc, et puis nous on était un peu, pas limite, mais pour un peu conforter notre installation, on a pris la décision de reprendre l'exploitation là. Encore un tracteur bleu, hein. Je vois encore un tracteur bleu. Hein. Ouais. Ah bah là ici, il y a que ça t'est servi. Hein. Ah, tu verras, tu passeras au rouge un jour. Oh, c'est les mêmes. T'as déjà essayé ou pas? Oui. Oui. Pendant mon apprentissage, je bossais chez un patron qui avait du CAS. Donc là, tu as un bâtiment, il est pas vieux celui-là. Si? Aussi. Ah ouais, il paraît. Non, c'est parce qu'on a refait la toiture cet été. Ah bah voilà, je me disais, ouais, il a l'air en bon état. Oui. Il est en très bon état. Non, on a refait la toiture. Donc c'est là que vous stockez tout le foin. Tout le foin, quoi. Une grosse partie du foin et de la paille. Et là, tu mets combien de bottes là-dedans? Enfin, là, t'en as déjà mangé un peu quand même. Non. Là, t'en stockes là aussi? Non, là, il n'y en a pas. Ah oui, d'accord, ok. Non, là, il y a 100 hectares de foin. Ok. Ouais, ça représente un bon paquet. Ça fait une surface, oui. Mais ouais, un peu moins. Et du coup, quand vous voulez en ramener dans l'autre lieu, c'est pas trop galère? Non, on prend un plateau à fourrage et puis on les redescend comme ça. Ok. Pratique. Non, ça va bien. Puis c'est pas loin, donc... Oui, ça c'est vrai. Là, on a mis quoi, 2 minutes en fait? Ah bah oui, il y a 1 kilomètre entre les deux exploitations, donc ça va tout seul. Ok, donc là je vois un autre bâtiment. Alors celui-ci est bien plus vieux peut-être. Ou alors il a le même âge mais la toiture est d'origine. Non, il a cramé. Ah, il a cramé. Bah normalement il y a l'année d'origine sur celui-là, sur le pilier là, il me semble. Alors ça va, vous êtes plutôt bien lotis en benne les gars, hein? Oui, ça va, on n'a pas à se plaindre. Le bâtiment là, il est de 1966. Ah ouais? Ok. Donc à l'époque, il faisait ça avec le doigt, à mon avis. Avec oui, avec le doigt, le 22 août 1966. Puis lui, il a brûlé celui-là. Ok, d'accord. Et ça craint pas du coup en termes de structure, ça va? Non, ça tient. Il n'y a aucun problème. Ok. Donc là, 3 bennes et tout ça, c'est à vous en fait? Non, celle-là, elle a l'ETA. Ok, d'accord. Ok, sinon, ok. Il y a les 2 autres salles. Donc c'est bien pour stocker, c'est parfait. Ah bah en chantier. L'accès à la route, il est facile. Oui. Donc non, c'est... on travaille plutôt confortable chez vous. C'est ça. Il y a toujours des améliorations, mais on travaille avec un exploitant de la commune voisine. Ouais. Donc on travaille en commun. On fait tous les chantiers de récolte en commun, donc tout ce qui est enrubanné, moisson, ensilage. Ok. Donc on achète, soit lui il achète le matériel, soit nous on l'achète et après ça permet de diminuer un peu les charges de mécanisation. Ah, tu m'étonnes. Et là je vois au loin, alors on va peut-être pas le voir avec la caméra, mais au loin on voit le silo. Donc c'est vrai que là pour le coup... Ah bah on travaille dans le local. Là c'est... Il n'y a pas plus local. Hein. Ah oui. Une journée type pour un agriculteur comme toi dans cette exploitation, là en ce moment ça se passe comment? En ce moment le matin c'est traite et soin des animaux. Ouais. Et puis après, moi pour ma part, une fois que tout ça c'est fini, c'est entretien, lavage et remisage du matériel de l'année, refaire les réparations, les entretiens de l'année. Là au niveau des champs, on en est où? En ce moment il n'y a plus rien à faire, on est à jour là. Ouais, vous êtes à jour? Oui. Salut. Ça c'est quoi tous ces sacs là? Ça c'est de l'engrais. Ça c'est de l'amo 33,5 ça. Ok. C'est un peu dark. Ouais, c'est sombre là. Attends, on va aller. Donc là, t'as quoi qui est stocké en fait? Ici, on a la presse, semoir. Oui, on a un petit semoir là. Ok. Alors on voit pas trop, mais non. Un vieux tracteur Ford. Oui, bah ça c'est pas à nous, c'est. C'est à celui d'avant? Non, c'est un copain qui l'entrepose ici. Sa remorque à bois. Il y a une presse aussi. La presse c'est à nous, mais on s'en sert plus. Ah bon? Non. Ah, faut la vendre. Non, mais on ne sait jamais. Mais là sur le bon coin. Non. Attends. Voilà. Il y a toujours un vrai labyrinthe. Ah oui. Et du coup là c'est la maison de l'ancien propriétaire? Non. De la mère de l'ancien propriétaire, oui. Ah ok, d'accord. Que mes parents ont racheté et qu'on retransforme en gîte. Bon alors du coup on va parler un peu d'implantation. Qu'est-ce que tu as mis cette année sur ton parcellaire en fait pour avoir une belle récolte 2026? Donc, cette année il y a 110 hectares de blé,
42 orges d'hiver, Mhm. il y a 42 colzas. Il y aura, au printemps, il y aura 22 orges de printemps et 42 de maïs. Et ça fait quand même un peu de boulot. Mhm. Est-ce que tu as une culture que tu affectionnes entre guillemets un peu, enfin que tu aimes bien travailler ou... Moi, j'aime bien les cultures d'automne. D'accord. Le colza, particulièrement, j'aime bien. Ouais. C'est une culture assez compliquée quand même. Donc quand on l'a réussi, c'est assez satisfaisant quand même. Et est-ce que toi, tu as des techniques particulières pour travailler? Non. Est-ce que tu travailles dans, je sais pas, en agriculture d'une certaine manière, dans le sens où tu fais de l'agriculture régénérative, un semis particulier? Non, on travaille selon l'année. Si D'accord. c'est une année humide, on va essayer de labourer ou enfin. Vous adaptez à la climato? Voilà. Moi, j'ai pas de conduction type, D'accord. de conduite type. C'est au feeling et à l'année. Ah oui, Si l'année veut aller, on fait comme ça. Si elle veut pas aller, on fait autrement. ok, d'accord. J'ai pas une Tu travailles méthode t'as pas une pure méthode et de... dure. Ouais. Je m'adapte en fait. D'accord, ok. Et du semis dans les couverts, t'as déjà fait du coup, par exemple? Ouais, ça fait 3 ans que je fais du. J'en parle parce que je sais que c'est un sujet, Ça fait intéressant pour toi. Ça fait 3 ans que. Il paraît que t'as fait du semis en fait, comme ça. Oui, on Ah. a fait du semis direct dans des couverts, ça fait 3 ans. Et sur les 3 ans, 4 ans, pardon. Ouais. Sur les 4 ans, j'ai eu 3 échecs et seulement une année où ça a été. Et quand tu dis ça a été, ça a donné quoi? T'avais semé quoi déjà? J'avais semé un mélange. Il y avait quoi? Il y avait de la vesse, de la facélie. Ouais. Il y avait 2 types de vesse, une facélie, une moutarde, il y avait du tournesol. Ouais. Enfin, c'était un mélange assez diversifié. Il y a des parcelles, ça allait, il y a des parcelles, ça allait moins bien, mais en général, l'année-là était plutôt convaincante. Ouais. Par contre, l'année qui vient de se terminer et les 2 autres années d'avant, une catastrophe. Pas terrible quoi. Non, y a rien T'avais comme fait ça sur beaucoup d'hectares ou pas? C'était Bon, du moi- test quoi pour, Ah non, Non, quand j'y vais, c'est à fond. Hein. Donc, il y T'avais fait une avait, parcelle, t'avais fait combien? il y avait 70 hectares. Oh putain. Ah, et donc du coup, oui, quand ça marche pas bien, tu fais un peu la gueule quand même. C'est ça. Ok. Et j'ai voulu m'entêter à me lancer là-dedans et Mais c'est finalement, bien, faut essayer quand même. Enfin, voilà. je veux dire, à un moment donné, il faut tester. Et cette année, je capitule et je rechange mon système. Et du coup, j'ai entendu parler de tes colzas. Oui. Alors, ça va tes colzas? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on réussit bien nos colzas. À part cette année, on a un peu loupé l'implantation sur certaines parcelles. Bon, il dit ça, il va faire 45 quintaux. Ouais. Non, pas cette année. Pas cette année. Mais 44 quoi. Non, si on fait 30, ouais, 32, ce sera déjà bien. On a énormément de fumier, donc je privilégie le fumier avant l'implantation de colza. Ouais. Après, on Et ça, essaye. tu sens que ça a déjà. Tu penses que ça a un effet notoire, quoi, je veux dire. Oui. Sur Ça- le rendement, je veux dire. Ou Non, sur pas sur le rendement, mais sur la dynamique de pousse. Ah oui. Ouais, Parce ça... qu'on ne voit pas forcément de cycle de fin d'azote par Ouais. rapport à un céréalier qui met rien ou qui mettra du compost ou autre. Ouais. Une année, on avait essayé, je me rappelle, il y a 4-5 ans, on avait essayé, on avait mis du colza sans fumier et il a fallu vite remettre un engrais de fond parce que Parce le que tu colza, sentais que ça levait pas ou bah, ça... le colza il patinait et l'année là, je sais pas pourquoi, on avait du taupin dans la parcelle Ah oui. et le taupin était en train de me bouffer le colza. Ah oui, d'accord, ok. Donc t'as bien fait de... Donc on a rectifié le T'as tir. réussi et- à rattraper le truc, ouais. Voilà, et l'année d'après, depuis l'année là d'ailleurs, c'est systématiquement du fumier avant l'implantation de colza. Ok. Et on était en système traditionnel, charrue rotative. Et pour l'implantation 2026, on va essayer de passer en technique simplifiée. D'accord, ok. On n'a pas trouvé la voie type, on va dire, et puis je pense qu'il n'y en aura pas. Et est-ce que tu as envie de te lancer dans des cultures pas alternatives, mais par exemple, est-ce que tu fais beaucoup de tournesol ici? J'en faisais, oui. J'en Ouais. fais en moyenne, à part cette année, il n'y en a pas, mais sinon, oui, on fait en moyenne une vingtaine d'hectares par an. Ok, et ça donne quoi du coup? Ça va, t'arrives à t'en sortir? Techniquement ça passe? Ah, techniquement, oui, ça passe, même économiquement, mais après, c'est... C'est pas le truc le plus cool à faire quoi. Bah honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire sur du tournesol. On met de l'azote, on sème, Ouais, des herbes. mais je sens que t'es pas passionné là. Non,
C'est pas une culture qui, je sais pas pourquoi, c'est pas une culture qui m'attire. T'accroches pas quoi. Non. Et est-ce qu'il y a d'autres cultures vers lesquelles tu aimerais bien aller? Est-ce que tu fais du poids par exemple? Ça t'est déjà arrivé de faire du poids? Non, le poids ça me dit rien du tout. Vu tous les problèmes climatiques qu'il y a sur le poids, j'ai pas envie de. Non, parce que bon, il y en a qui en font un peu dans la région, mais. Oui, mais là non, j'ai pas. Donc toi t'es plutôt classique, c'est-à-dire blé, orge. Colza, blé, orge et puis. Et tu fais des rotations comme ça sur tes parcelles. Et puis maïs. Et maïs, ouais. Puis alors, après le maïs, on verra. forcément, oui, parce que forcément quand on a des bêtes. Oui, on est un peu obligé. Et après on verra bien, cette année il n'y a pas de tournesol, mais après peut-être que l'année prochaine je remettrai dans la rotation, on va bien voir. Parce qu'avec les problématiques des herbages, dans des fois on est bien content d'implanter un tournesol. Bon, on continue sur la partie un peu technique, si on peut dire, parce que c'est quand même un peu technique. J'ai cru entendre que tu utilisais NSAT. C'est un outil que nous, à la coopérative, on propose, non? Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi concrètement pour toi? C'est de la modulation, c'est ça? Parcellaire? Oui, c'est de la modulation intraparcellaire, pilotée par 2 passages de satellite, donc un entrée hiver et un sortie hiver. Ouais. Et en fonction de ça, ils refont un calcul et ils adoptent la dose d'azote par rapport à la masse des colzas, on va dire. Ouais, donc ça marche que sur colza, hein. Non, en tout cas pour toi. Ah, pour moi, oui. Moi, tu l'utilises que sur colza. Oui, voilà. Ok. Et globalement, est-ce que tu as l'impression que ça fonctionne plutôt bien, cette histoire? Bah écoute, c'est la 3e année que je re-signe. Ouais. Et honnêtement, je suis plutôt convaincu de. Est-ce que tes rendements de l'année, là, ils étaient quand même pas mal, hein? On va pas dire de chiffres, mais du coup, est-ce que tu penses que c'est un peu lié à ça aussi? Parce que on peut dire que le levier FUMI, entre guillemets, plus NSAT, ça peut être la bonne formule? Oui, pour moi, le NSAT, ça complète, parce qu'on met la bonne dose aux bons endroits. Ouais. Avant, je vais prendre un exemple, avant on mettait 140 unités sur toute la parcelle. Ouais. À l'heure actuelle, ça se trouve, en bas d'une parcelle, je vais mettre 80 et en haut, il y aura un plus gros potentiel. Donc je vais peut-être monter à 180. L'année qui vient de passer, j'avais un delta de la parcelle où j'en ai mis le moins, j'en ai mis 80 et après je suis monté à 165 unités d'azote sur une autre. Et économiquement, du coup, tu le ressens un peu ou c'est pas forcément visible comme ça? Si, ça doit s'équilibrer quand même un peu. Après, j'ai pas assez de recul pour sortir vraiment des chiffres parce que ça fait que 3 ans qu'on est dans le NSAT. Ça fera la 3e année qu'on fait du NSAT. Ouais. Et difficile à dire pour l'instant, mais c'est super difficile parce que pour l'instant j'ai un énorme delta de rendement par rapport à la dose d'azote. Ouais. Et je vais prendre un exemple. L'année dernière, en moyenne, on fait 30 quintaux et c'est des bonnes années. L'année dernière, on fait 45. Ouais. Sur des parcelles où jamais j'aurais cru faire ça. Ouais. Tu sais pas trop l'expliquer à 200%, quoi. Non. Ouais, je comprends. Je pense que c'est l'année. On a eu une année pluvieuse, il y a eu une minéralisation extraordinaire. Ouais. Donc ça a été. Cette année, j'ai refait exactement la même conduite. Et en moyenne, on fait 32 quintaux. Donc là, c'est plus logique. C'est plus logique par rapport à notre territoire. Le 45, il n'est pas justifié pour l'instant. À part l'aspect climat. Parce il fait plaisir quand même. Il fait plaisir, oui. Il fait plaisir, on peut le dire. Le soir, quand on rentre de la moisson, on a le sourire quand même. T'es content quand les bennes, elles débordent. Hein. Et c'est ça, et puis moi, je signe tous les ans pour ça. Bah oui, tu m'étonnes, 45 tous les ans. Ici, vous avez quoi comme terre du coup? C'est quoi les terres? C'est des bonnes terres? Argilo-calcaire? Argilo-calcaire, oui. Ouais. Et t'as pas trop de cailloux, ça va? Ça dépend des endroits. Ouais. Mais globalement, ça va, tu t'en sors pas mal. Oui, non. On n'est pas dans le sud meusien où on voit plus de cailloux que de terre. Ouais. Après, il y a des endroits, je dis pas, on descend à 30 cm et puis après on tombe sur des bandes roches, quoi. Ouais. Ou là, au-dessus, on descend à 30 cm et puis on a de la grève. D'accord. Ouais, c'est vraiment aléatoire, quoi. Voilà. Okay. Il y a une partie du village, c'est vachement cailloux, et puis l'autre partie, c'est, on peut pas dire grosse terre, mais c'est terre profonde. Ouais, ok. Alors, va-t-il retrouver la lumière? T'as pas payé ta facture EDF, toi? Non. Et le solaire, ça vous intéresse pas plus que ça? Si, le bâtiment là va être équipé de panneaux photovoltaïques normalement 2026. Bon, ça évite de le mettre quand je cherche le courant. Non, mais là, parce que pour le coup, là au moins il y aurait de la lumière dans le bâtiment quand même, les gars. Hein? Ah bah oui. A few moments later. Si on attend les panneaux. Ah, ça y est. Regardez comme ça bien. Oh, magnifique. Alors après, quand tu auras les panneaux solaires, ça va être. Il y a encore plus de lumière. Bon, alors il paraît que tu bosses sur quelque chose. Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir grand chose? Ouais, ça va, avec ma caméra, j'arrive à voir des choses quand même. On a réalisé un semoir à couvert. Ouais. À la volée.
Donc c'est un peu un système DP12 pour ceux qui connaissent. Ok. Alors moi, j'y connais rien pour le coup. Donc c'est un truc tout simple, c'est une cuve de petites graines, on va dire. Ouais. J'ai repris un vieux pulvérisateur, j'ai enlevé la cuve du pulvérisateur, les tuyaux, et j'ai remis des palettes éclateurs avec des tuyaux, et puis voilà. Un peu de peinture, un peu de soudure. Un peu de peinture, un peu de soudure, et puis là mon semoir à couvert. Ok. Et ça fonctionne bien? Bah écoute, j'ai encore pas essayé. Il est sorti de l'atelier la semaine dernière. Ok. Il va être testé pour les couverts 2026. Ok. Bon bah, tu nous diras d'ici là si ça fonctionne bien. Voilà. Si on fait un peu le global, on est sur donc 2 robots de traite, c'est ça? Oui, 2 robots de traite. Le petit projet qui est là, au fond, là-bas, on voit un peu, mais du coup, petit Oui. semoir. Qui vient d'être réalisé. Ouais. Les panneaux les panneaux photovoltaïques, pardon, Oui. Il y aura 2... sur ce bâtiment-là. Oui, et puis un sur la commune voisine. Ouais. Et puis après, ce sera déjà pas mal. Je Bah pense. ouais, c'est clair, ça va être déjà pas mal, je pense. Entre la reprise de l'exploitation et puis tout ça. Ouais. Il y a de quoi faire. Oui, il y a déjà de quoi. Il y a déjà de quoi dépenser. Oui, voilà. Bah, de rembourser pour l'instant, ce qu'on a dépensé, mais faut rembourser maintenant. Et les trackers, ça vous a jamais intéressé, ça? Non. Pas forcément. Pourquoi du coup? Je sais pas, ça nous est jamais venu à l'idée. Parce qu'il y a quand même souvent des éleveurs qui en mettent en fait, Oui. parce que ça leur, souvent ils l'utilisent pour couvrir, on va dire, leurs besoins d'électricité sur la ferme. En général, ça fonctionne. C'est pas mal. Le gros avantage, c'est que dans un parc, ça prend pas de place, on va dire. Oui, c'est vrai. Et puis en plus de ça, tu l'optimises aussi, puisque tu orientes en fonction de la journée. Bah après, nous on a des. Mais là, vous avez vraiment de la surface, vous aussi, donc c'est quand même con de pas l'utiliser, quoi. Ah bah c'est ça. Sacrée surface de bâtiment, oui, c'est clair que. Bah on a 1,5 hectare de surface en bâtiment. Ouais, donc on va déjà valoriser tout ça et puis après. Ouais, ça va produire un peu. Oui, après on verra bien. Ouais, je vois le petit silo là, enfin, le fameux silo de la coopérative. Il date de quand celui-là? Il n'était même pas né, ça se trouve. Oh non. À mon avis. Je pense pas, non. Benjamin, du coup, on va bientôt finir cette vidéo. Qu'est-ce qui te rend le plus fier, du coup, aujourd'hui, en tant qu'agriculteur? Bah, on peut pas vraiment parler de fierté pour l'instant, parce que ça fait pas longtemps qu'on est installé, ça fait que 3 ans. Ouais. Pour l'instant, on vit sur, on va dire, les acquis de mon grand-père et de mon père avec mon frère. Qu'ils ont construit. Qu'ils ont construit. On va dire qu'on continue pour l'instant, mais on n'a pas fait de... On peut pas dire qu'on a révolutionné l'exploitation. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment. Il n'y a pas eu de gros changements, on va dire, à part l'arrivée des robots de traite l'année prochaine. Sinon, il n'y a pas... Le plus gros changement qu'il y a eu, c'est la reprise de l'exploitation il y a 3 ans, lors de notre installation. Sinon, on n'a pas fait vraiment de... On n'a pas eu le temps, on va dire, de faire de grands changements en 3 ans. Après, tu peux quand même être fier du fait de reprendre et de ce que je te disais tout à l'heure, de pérenniser en fait. Oui, voilà, pour l'instant, c'est... Ça, c'est une forme de fierté quand même. Ou en tout cas, cette fierté, tes parents ou même tes grands-parents peuvent l'avoir. Oui. C'est une transmission familiale, c'est un projet de vie en fait qui se transmet. Et voilà, pour l'instant, c'est, on va dire, la seule fierté qu'on peut avoir. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Oui. T'aimerais bien que ta fille reprenne ou pas? T'es trop jeune encore. Non, c'est pas que je suis trop jeune, mais honnêtement, si elle veut reprendre, elle reprendra. Si elle veut pas reprendre, elle reprendra. Ouais, non, forcément, tu lui mettras pas la pression. Mais non. Tu serais quand même très content. Ce serait Ce serait une continuité, quoi. Demain, c'est sûr qu'en fin de carrière, je dis pas que c'est un échec, mais c'est toujours un peu décevant pour un agriculteur qui a travaillé, qui a fait des sacrifices toute sa vie, pour au final voir ses sacrifices partir à un étranger, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu... Ouais. C'est compliqué, on va dire. Ça peut être un peu décevant, voilà. Je comprends. Tout à fait. Parce que tu te dis, tu as fait des sacrifices toute ta vie. Ouais. Pour qu'au final, ce soit un étranger qui en profite et ce soit pas quelqu'un de ta famille, quoi. Même si c'est pas ma fille, si c'est mon neveu, ma nièce, je sais pas, mon cousin ou je sais pas, mais quelqu'un de la famille, quoi. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur l'agriculture que tu entends un peu trop souvent et que tu aimerais un peu recadrer? Parce qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo, qui sont des gens du grand public qui ne connaissent pas trop l'agriculture, qui ont peut-être des a priori. Est-ce qu'il y a quelque chose dans... Là, je te prends un peu au piège avec ma question, mais est-ce que du coup, il y a quelque chose que tu aimerais un peu
recadrer, tu vois. Est-ce que tu as l'impression que des fois les gens ont justement des a priori sur des choses, sur l'agriculture en général? On en a quand même souvent, on entend souvent des gens qui pensent des choses qui n'existent pas. Oui, bah déjà que les paysans c'est les plus riches. Donc Oui. ça c'est un cliché. Voilà, donc ça c'est un truc qui t'énerve. Bah c'est pas qui m'énerve, mais ça me fait bien rire parce que au final l'agriculteur il est riche entre guillemets quand il part en retraite. Oui, voilà, c'est ça. Il revend ce qu'il a, Ce qu'il a accumulé, bossé. voilà, ce qu'il a créé toute sa vie. Parce qu'après, un paysan, il rembourse quand même pas mal de. Ouais, voilà. Il Pas mal emprunte beaucoup et il rembourse. Voilà, il emprunte beaucoup, c'est sûr. On a du beau matériel dans les cours de ferme, on a du gros matériel. Ouais. Mais il faut savoir que le gros matériel, c'est pas forcément à nous, c'est souvent à la banque qu'on rembourse. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est vite des sommes astronomiques, quoi. Ouais, c'est ça qui fait À cette heure-ci, il vaut mieux acheter une maison qu'un tracteur, ça coûte moins cher, on va dire. Ouais, c'est ça. Bon. Ce sera le mot de la fin, du coup? Ah oui, parce qu'après Les autres paysans clichés- sont pas forcément riches. Enfin, en tout cas, ils sont pas tous riches. Non. La plupart Après, ne sont pas riches. Mais ils sont passionnés. Oui, voilà. C'est ça le plus important. C'est ça la richesse. La richesse, C'est la passion. c'est la passion du métier. Voilà, ce sera le mot de la fin. Bah voilà. Bon bah du coup on vous dit à la prochaine, on espère en tout cas faire une prochaine vidéo avec un autre agriculteur. Et puis on te souhaite pour 2026 une bonne moisson, Bah ça, on l'espère aussi. avec des très gros grains de colza. Voilà. Puis des bons prix aussi. Ouais Et c'est ça, puis- et surtout des prix, ouais. Et puis tout se passera bien. Ouais j'espère. À bientôt. Bah salut Guillaume.